Message à ceux qui aiment le pouvoir. Tiens, prends ça dans ton... Ceux qui m'empêchent de rêver. Tiens, prends ça dans ton... Ceux qui vont mal parler sur le coup. Tiens, prends ça dans ton cul. Pour ceux qui n'ont pas conscience des réalités. Tiens, prends ça dans ton cul. Alors ça c'est pas mal, il y a des trucs quand même qui sont bien. C'est Regard Junior, un voyage dans le temps et l'histoire. La Révolution française chez Mango Jeunesse par Frédéric Casadessus et Erwan Surcouf. À la veille de la Révolution, c'est une France complètement différente de celle d'aujourd'hui que tu vas découvrir, à peine imaginable pour nous. Qu'est-ce que c'est que ces imbécilités? L'intérêt du seigneur, c'est que le paysan, il ait une bonne récolte, c'est pas de lui saccager avec c'est n'importe quoi. La plupart des Français ne connaissent du royaume que leur village et se méfient de tout. C'est des peureux, vous savez, les paysans. Nos aïeux, c'était un peu des cons. Vous vous rendez compte, il y a 220 ans, ils étaient comme ça, nos aïeux, mais allez faire un tour dans les archives, regardez comme vos aïeux étaient des cons. Non mais c'est inadmissible, je peux pas laisser traiter mes aïeux comme ça, moi. Après l'abolition des privilèges, on vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Il faut garantir les droits essentiels que les rois ont ignorés pendant des siècles. Les rois étaient garants de rendre la justice au peuple. Donc la justice, c'était l'application du droit. Donc les gens avaient des droits. Et ils les faisaient valoir. La France a toujours été un état de droit. Les stars de l'histoire, Louis XVI, il croit fermement que Dieu lui a confié une mission en le faisant roi de France en 1774. Ben, il le croit d'autant plus qu'on l'a sacré pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande cérémonie à laquelle tout le monde a participé. Donc il ne fait pas que le croire, hein, il le pratique. Mais l'exercice du pouvoir ne l'intéresse pas. J'ai jamais vu ça dans aucun écrit. Je ne vois pas à quel titre on dit que l'exercice du pouvoir n'intéressait pas Louis XVI. C'est absolument mensonger. Subit toujours les événements et choisit les solutions qui l'affaiblissent. Ah non, il n'a pas subi les événements, il y a fait front. Avec beaucoup de dignité et beaucoup de malheur, certainement. Près de 40% des revenus d'une famille sont versés au roi, au seigneur et à l'évêque. Et aujourd'hui, c'est combien les revenus d'une famille? C'est combien les charges? 46% aujourd'hui, 40% à la Révolution. Ben, il n'y a plus qu'à faire la Révolution, camarades. On moule. Et moi, ministre. On démoule. Moi, ministre. On roule. Je ferai vivre cette laïcité partout. Et ça donne des quenelles. Bah, il y en a pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, je vais demander à Claire de nous montrer comment elle roule des quenelles. Claire aussi. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. Moi, je soutiens que, préalablement à la guerre révolutionnaire, les modalités économiques particulières dans les colonies du Sud pouvaient être définies avec justesse par les termes. Ça se roule pas. Bon, allez, pousse-toi, je te montre. Regarde. Un truc, c'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Je ne pense pas que je le ferai parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers? Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? C'est une professionnelle. C'est une professionnelle de la quenelle. Alors en ce qui me concerne, la question n'est pas pourquoi travailler pour la NSA, la question est pourquoi pas? Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent « Envoyez les marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher.
Colonel de 25, au-dessus du cloud. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leurs prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Ils traînent un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs, jusqu'au jour où il en frappe un, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Je vais attendre une offre meilleure. Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a 2 certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Botulisme, déboîtement rectal, chers collègues. Je crois que nous avons affaire du glissage de quenelle calibre 25, souple mais bien enfoncé. Très bien. Bon travail. Je me dis, putain, je ferais peut-être aussi bien de descendre mon pote. Prendre son job, le filer à son pire ennemi, faire monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et puis je serais peut-être élu président.